Bonsoir et bienvenue à la 4e édition de Transition 6 de la Fondation Braillard Architectes. Je rappelle donc encore une fois que c'est la 4e édition de cette série de présentations que la Fondation Braillard Architectes a lancée en 2021 avec l'idée que aujourd'hui c'est plutôt les jeunes qui sont capables de saisir les questions et d'imaginer les réponses pour la transition écologique par les projets architecturaux urbains et paysagers. J'ai oublié de me présenter, Panos Matsiaras, directeur de la Fondation Braillard Architectes, et vous voyez probablement en haut de votre écran l'équipe, une partie de l'équipe de la Fondation, Diane Henny, Hélène Galezo, Kim Ramsayer et Mélodie Simon, que je remercie beaucoup pour le travail qu'ils mettent pour que tout ça devienne possible, parce que vous imaginez que l'organisation d'une telle série de conférences en ligne depuis des années demande une certaine organisation et aussi un dévouement et une envie de montrer ce que les jeunes peuvent faire aujourd'hui dans nos domaines. Alors, je rappelle que cette série de Transition Seeds s'inscrit dans un programme plus large de la Fondation Braillard Architectes qui s'appelle The Eco-Century Project, un programme de culture et recherche qui a été lancé en 2016 avec l'idée, comme le titre le dit, que l'écologie est un projet qui concerne notre siècle, The Eco-Century Project. C'est un projet, évidemment, c'est aussi un phénomène, ça peut être aussi une manière de subir les choses ou alors, comme on l'imagine, on le suppose, on l'espère, une manière de projeter notre futur. D'où l'importance d'une série de travaux que nous avons menés à la Fondation, à la fois du point de vue de la recherche, au début, et après, avec des consultations du Grand Genève, de la région transfrontalière de Luxembourg, et par la suite, surtout, avec le lancement de ce qu'on appelle le Transition Workshop, une manière un peu avancée hors le mur et hors, out of the box, de se former sur les questions de l'environnement et de sa gestion par le projet. Alors, ce travail que nous menons avec la Fondation a disons, une dimension spécifiquement adressée aux jeunes architectes urbanistes, paysagistes, surtout aménagistes, donc les gens du projet de l'espace, qui, depuis quelques années, se mettent de plus en plus à réfléchir sur des questions qui n'étaient pas les questions habituelles dans le monde de l'architecture et de l'aménagement. Déjà, nous sommes heureux donc de voir que cette série commence cette fois par la question du sol, puisque nous avions reçu plusieurs propositions, dont nous avons choisi 2, pour parler de la question de comment on compose à partir du sol des villes. Nous rappelons qu'en 2016, que nous avons organisé à la Fondation un grand colloque, la journée Bernardo Secchi, sur cette question, suivi par un livre qui est devenu un best-seller, qui est complètement épuisé aujourd'hui. Donc, il y a 6-7 ans maintenant. Et depuis, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu d'abord la ZAN, la zéro artificialisation nette, qui est devenue une chose acceptable, même légiférée, dans certains pays, mais aussi d'autres questions relatives à cette problématique de comment la transformation de l'environnement naturel par le climat doit avoir un effet, ou plutôt doit apporter un changement dans nos attitudes projectuelles. Alors, c'est toutes ces questions que nous explorons chaque année depuis 2021. Et alors, je rappelle que cette année, nous avons 4 sessions prévues, celle d'aujourd'hui, dont on va parler tout de suite après. Puis on a une suivante le jeudi 22 février, sous le titre « Produire aux limites de la croissance ».
Ensuite, le jeudi 21 mars, réveiller le potentiel écologique des friches. Et finalement, le jeudi 18 avril, scénariser les territoires transitionnels. On va parler plus spécifiquement lors de ces sessions de leur contenu. Alors, cette fois, nous avons à vous proposer deux diplômes produits par Anne-Marthe Or avec le titre La jungle sous ma maison, les sons comme source d'une nouvelle approche territoriale sur la plaine de Romerike en Norvège. Et Maël Proust qui va commencer d'ailleurs cette session avec le thème de la planification du sol vivant, la cartographie 3D, un outil au service de l'urbanisme à Genève. Alors, il est vrai que nous avons depuis quelque temps compris que les sols et ce sous-sol sont pas des bases inertes de nos constructions, qu'au contraire, elles sont vivantes, elles interagissent, le sol interagit avec l'atmosphère et avec ce matériel parental de la Terre, et nos bâtiments aussi interagissent avec ces sols. Il est reconnu en ses substances et en ses risques statiques, biologiques et écologiques. Et donc, nous savons que ça peut provoquer des utilisations erronées, que le sol est un produit qui, disons, est une condition de départ essentielle pour une approche vertueuse du projet. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui à partir des questions analytiques avec Maël et des questions plutôt projectuelles avec Anne-Marthe. On va par la suite passer à la discussion. Je vais me permettre de lancer la discussion à quelques questions aux deux présentatrices, aux deux jeunes diplômés et professionnels. Et par la suite, nous allons passer à une discussion avec elles et certainement avec vous. On espère que vous serez là, présents et présentes, pour continuer cette discussion sur un sujet qui, évidemment, ne sera pas épuisé aujourd'hui. Il va juste être ouvert et nous espérons trouver des problématiques et des thématiques qui pourront nous animer pour ce soir, mais aussi pour la suite de nos travaux. Voilà. Je me permets donc de passer la parole à Maëlle Proust, qui est collaboratrice scientifique au sein de la filière architecturale, architecture et paysage à l'EPIA de Genève. Maëlle, à toi. Merci beaucoup Panos Mandiara. Donc, je suis Maëlle Fauche, je suis architecte paysagiste HES. J'ai fait mes études à l'EPIA, la Haute École du Paysage et d'Architecture de Genève. Et j'ai terminé également mon master en développement territorial en août, où j'ai défendu ce travail de mémoire de master que je vais vous présenter maintenant. Donc, tout d'abord, je remercie la Fondation Braillard de m'offrir l'opportunité de partager et d'échanger sur mon travail. Et je vous remercie également pour votre présence à cette présentation qui a terminé donc la recherche appliquée sur la planification du sol vivant de mon travail de mémoire de master. Cette recherche, elle m'a permis de développer et de mettre en pratique un outil cartographique de représentation du sous-sol que je vais maintenant vous présenter. C'est le paysage qui a nourri ma curiosité naissante pour ce qui se passe sous nos pieds. Et ce début de recherche m'a conduit au constat de l'absence de représentation des sols dans les documents de planification urbaine. Et en fait, c'est sur cette attention à la part invisible de ce monde vivant que j'ai choisi de commencer cette recherche appliquée. Le paysage n'est que le reflet de son sol. Cette citation de Gilles Gallinet, qui est géologue naturaliste, elle m'a accompagnée tout au long de ce travail sur ce lien subtil qu'on a quelque sorte décidé de ne plus voir, qui lie le sol et le paysage. Et donc, je profite de cette citation également pour vous rendre attentif sur un code de lecture de la cartographie que je vais vous présenter. Donc, je vais vous emmener en surface et en profondeur. Et pour ne pas vous perdre, vous aurez le symbole pointré sur le mot paysage lorsque nous serons en surface et le symbole trait-point sous le mot sol lorsque nous serons dans le sol. Donc, je me suis interrogée sur la manière de révéler, de représenter, d'illustrer le sol et le sous-sol, ces faces qui sont cachées du paysage. Donc, dans un premier temps, je vous raconterai ce qu'est un sol vivant et quels sont les liens que j'ai tissés avec le concept de continuité de paysage sur lequel j'ai développé ce travail.
Dans une seconde partie, je renverserai votre regard en vous présentant l'outil cartographique que j'ai commencé à développer et qui permet en fait d'illustrer ce paysage habituellement invisible du sous-sol. Et enfin, dans une troisième partie, les applications possibles à 3 échelles de planification du paysage. Donc pourquoi j'utilise la notion de sol vivant? Le sol, c'est un corps vivant de la nature au même titre que les plantes et les animaux, les minéraux, les rochers, qui naît, se développe et vit de diverses manières et peut mourir. Cette citation que je viens de vous lire de Vassili Vassilievitch Dokuchev, fondateur de la pédologie en Russie, fin 19e, début 20e, il exprime le fait que le sol, il vit en interaction permanente entre le vivant et le non-vivant. Et comme je l'illustre sur ce bloc diagramme, la vie du sol, elle fonctionne sous l'influence de cycles permis par des transferts d'énergie et de matière entre l'atmosphère, le sol et le sous-sol. Et cette matière, elle s'agence en différentes couches et horizons induits par les cycles de la roche, du minéral, des éléments plus fins que sont le sable, le limon et l'argile. Mais également le cycle de l'eau, qui de l'atmosphère au sous-sol va s'infiltrer et alimente la microporosité du sol. Et enfin, le cycle de l'air qui conditionne également la vie dans le sol. Cette synergie, elle va permettre à la vie végétale, animale et fongique de s'installer et de prospérer. Et donc, cette continuité verticale, elle est indispensable et elle assure au sol d'être sain et résilient. Le sol, il assure un cortège de fonctions écosystémiques qui justifie l'importance de la mise en place de mesures de protection juridique aujourd'hui. Mais même si l'importance de cette continuité de sol dans son épaisseur, elle est enfin reconnue dans l'appareil législatif, comme l'expliquait Panos tout à l'heure, l'importance d'une continuité horizontale des sols, qui est la trame brune, ne semble pas une source de projet dans la planification en milieu urbain. Ce qui m'a conduit à poser cette problématique. Donc, comment s'appuyer sur les sols vivants, donc de pleine terre, pour maintenir des paysages ouverts, non construits et structurants dans la planification urbaine genevoise. Le sol est très souvent le facteur limitant du développement des écosystèmes, de la biodiversité et au-delà du paysage. Or, si en milieu urbain, nous voulons maintenir des paysages ouverts et non construits et surtout continus, il me semble que le sol va jouer un rôle majeur pour réactiver et maintenir le paysage vivant. Ainsi, l'approche écosystémique entre les continuités biologiques et les continuités de paysage, c'est un des objectifs sous-jacents pour la transmission de sols encore vivants aux générations futures. Et permet également de se projeter dans l'avenir pour répondre aux enjeux du dérèglement climatique. Ainsi, le projet de paysage, comme pratique de l'aménagement du territoire, il permet les applications de ces continuités. Et donc, le sol est, à mon sens, un levier majeur des projets urbains et donc du projet de paysage. Pour planifier avec le sol, le sous-sol, il faut pouvoir se le représenter. J'ai donc cherché à illustrer ce qui compose le sol, cartographier les profondeurs pour mieux les comprendre et les révéler. Donc, je m'arrête sur cette image qui illustre la manière que j'ai choisi, un retournement de la focale pour donner à voir ce paysage invisible. Et je vous invite donc à être spectateur des dessous du paysage. Donc, pour réaliser cette cartographie 3D du sous-sol, j'ai monopolisé des données SIG qui sont à disposition en open data sur le canton de Genève et j'ai combiné avec un logiciel 3D qui est Cinema 4D. Et donc, j'ai pu générer cette cartographie du sous-sol où on peut voir en gris les fondations des bâtiments. En bordeaux, on a les souterrains des bâtiments, parking, par exemple. Les bandeaux rouges représentent le domaine routier et on a tout le système de réseau d'eau potable, d'assainissement, de gaz et de télécom qu'on peut voir en différents réseaux de couleurs vert, jaune. Et en fait, cette cartographie, elle met en évidence tout l'encombrement du sous-sol qui traduit la pression et l'impact anthropique. Évidemment, le sol, c'est un milieu plein. Et ici, j'ai fait le choix de représenter les éléments construits et les systèmes racinaires des arbres, grâce notamment à la couche de l'inventaire cantonal des arbres isolés et la couche du cadastre forestier. Cette représentation, c'est un peu un négatif du paysage de surface. C'est cet outil cartographique qui va mettre en évidence par le vide l'espace du vivant dans le sol.
Ici, on est sur la rive droite de Genève, où vous avez tout le système ferroviaire, et puis le quartier international, des organisations internationales, et le parc Rigaud, dont je vais vous parler un peu plus tard. Donc en fait, cette cartographie, c'est une mise à nu du paysage. Associé à une vision en plan de la surface, il permet de confronter et de comparer le paysage du dessus et le paysage du dessous. Il me semble, un outil précieux pour les aménagistes, car il permet de mettre en évidence des espaces qui accueillent le paysage en surface et leur hypothétique étendue racinaire en profondeur. Cependant, cet outil ne remplace aucunement l'exploration in situ pour définir les qualités sensibles du paysage, telles que les vues, le son, les ombres, les lumières, les usages, qui est l'essence même de notre métier d'architecte paysagiste. Et il en va de même pour la qualité du sol, qui nécessite une analyse pédologique pour analyser son état de santé physique et chimique. Cet outil cartographique, c'est en quelque sorte une autre lecture du paysage d'étude. La cartographie 3D du sous-sol, elle peut s'appliquer à plusieurs échelles dans l'aménagement du territoire. De l'échelle de la parcelle du domaine Rigaud sur la rive droite de Genève, que je vais vous présenter par la suite, à l'échelle d'un quartier que j'ai eu l'occasion d'expérimenter dans le cadre d'un atelier de projet sur la commune de Chêne-Bougerie, à l'échelle d'une pénétrante de verdure avec le cadre d'études de Prégny, et enfin également à l'échelle du grand territoire avec la rive droite de Genève. Donc, le premier cas d'étude, donc à l'échelle de la parcelle, c'est le parc du domaine Rigaud, qui se trouve dans le quartier des organisations internationales de Genève, qui est un domaine historique du XVIIIe siècle et qui s'inscrit dans les objectifs cantonaux de prise en considération des valeurs et qualités paysagères structurantes sur le territoire. Rigaud, c'est aujourd'hui un site clé dans la démarche de rénovation et d'activation des espaces ouverts en faveur du vivant sur le canton. Et il joue un rôle pionnier à Genève en accueillant une expérimentation novatrice sur la revitalisation d'un sol en milieu urbain. Et en 2014, il y a une image directrice qui a été proposée en s'appuyant sur les ressources naturelles du site et les ressources culturelles pour proposer de nouveaux aménagements. Et le but, ça a été aussi d'identifier des techniques permettant d'accélérer la régénération des sols afin de réactiver les fonctions écosystémiques, car elles se sont rendues compte que les sols avaient été fortement malmenés sur ce territoire. Et donc, d'importants moyens ont été déployés pour restaurer ces sols. Il y a 300 arbres qui ont été plantés. Les travaux qui ont été mis en œuvre, notamment, sont le double alignement de tilleuls, pardon. D'ailleurs, ce sont l'état sanitaire de ces arbres qui ont alerté sur le mauvais état de santé des sols en 2006. On a également la partie en aval du glacis paysager qui a été retravaillé, et aujourd'hui, il y a un bassin qui a été aménagé pour récolter les eaux de ruissellement et les eaux de pluie. Et enfin, la prairie cultivée, que vous pouvez voir ici sur la photo, où là aussi, elle accueille aujourd'hui la pépinière urbaine. Et donc, cette série d'actions de soins qui a été apportée au sol, normalement, ça va lui permettre de retrouver son potentiel écologique, et ça doit aussi pouvoir permettre le bon développement des arbres à venir et du vivant non humain sur cette parcelle. Et en fait, j'ai saisi l'opportunité de ce travail de régénération des sols à Rigaud pour expérimenter un outil cartographique. Donc, on sait que tout diagnostic de paysage, il inclut une analyse de l'évolution historique pour comprendre le contexte actuel qui traduit cette évolution urbaine qu'on constate aujourd'hui. Et en fait, j'ai essayé de modéliser les plans historiques du domaine Rigaud pour générer l'histoire des sols à l'image de ce que l'on fait habituellement en fait en surface. Donc, j'ai illustré 3 moments clés dans l'histoire de l'évolution du domaine. Et en fait, ces 3 dates clés, elles font référence à 3 moments où on a eu des aménagements sur le domaine Rigaud. Et ces cartes, elles renseignent sur l'usage de ces sols à différentes époques, et sur les cheminements qu'on peut voir évoluer, et surtout sur la richesse végétale de l'époque qui illustre en fait ce paysage de campagne composé notamment de vignes et de vergers. Cependant, les écrits sur le domaine, les nombreux écrits sur le domaine, ils nous apprennent que ce jardin, il a été maintes fois remodelé et remanié.
Et aujourd'hui, le modèle terrain que j'utilise, il est actuel et donc c'est une des limites, pour l'instant de cet outil, c'est que je j'ai pas ré on n'a pas réussi à reproduire, le modèle terrain de l'époque. Voici une illustration du paysage, actuel de Rigaud. Donc on peut voir les structures végétales, sur le domaine, par les systèmes racinaires. On a également la maison de maître, le centre d'hébergement collectif, qui se trouve sur pilotis. On a le collège Sismondi ici, l'IHEID, la boucle de retournement du tram. Donc voilà, on retrouve ce paysage de surface, on arrive à le relire, dans les profondeurs. Ce travail que j'essaye de mettre en place, c'était de rendre vivant, en fait, la cartographie. Et ici, c'est une autre application possible de cet outil que j'ai essayé de tester, c'était de mettre en évidence, en fait, la prospection racinaire, qui est un concept qu'on a défini, lors d'une discussion, avec Yannick Poya, pardon, qui est pédologue et spécialiste des sols en milieu urbain. En fait, la prospection racinaire, c'est cette capacité pour le système racinaire à se développer et à parcourir le sol. Et en fait, j'ai essayé de cartographier les surfaces favorables, donc en quadrillé vert, les surfaces peu favorables en pointillé vert clair et les non favorables en aplat orange, les surfaces qui pourraient accueillir ou non le système racinaire. Et donc, en combinant le paysage de surface et du dessous, on voit se lire la prospection, les limites de la prospection racinaire et notamment en fait les routes qui vont dessiner des césures en surface comme en profondeur. Donc en fait, le parc Rigaud, il va s'illustrer comme un îlot vivant dans une mer d'asphalte et cette cartographie, elle permet de mettre en évidence des sols, semi-perméables à imperméables à retravailler pour tendre vers un optimum de prospection racinaire dans le parc et ainsi conforter la trame brune, à l'échelle, du domaine, Rigaud. Donc de l'échelle de la parcelle de Rigaud que vous voyez ici, je vous emmène dans le sol de la pénétrante de Prégny, sur la rive droite de Genève. Donc c'est un paysage qui, lorsqu'on le parcourt, semble plutôt continu en surface, mais qui se révèle en fait empreint de discontinuité dans les profondeurs. Et cette cartographie, elle met en évidence les réservoirs d'espace ouverts, non construits et structurants de la pénétrante. On a par exemple le plateau agricole de Tournai, tous les parcs des organisations internationales, qui sont des ressources de pleine terre. J'ai fait le même exercice de cartographie de la prospection racinaire potentielle à l'échelle de la pénétrante. Et en fait, ça met en évidence les césures dans le sol que sont, par exemple, les infrastructures routières qu'on voit en orange et ferroviaires. Mais ça montre également ce potentiel de réservoir de pleine terre qui est la pénétrante. Et cette carte, en fait, elle va mettre en évidence les enjeux de franchissement et de continuité à restaurer sur ce territoire. Pour compléter avec une lecture en surface des paysages de la pénétrante, je me suis appuyée sur des données cartographiques qui illustrent et nourrissent ce concept de continuité de paysage que je vous expliquais au début. Et ces ressources cartographiques, elles mettent en avant ce potentiel de source de sol vivant. Donc, je me suis appuyée sur l'infrastructure paysagère, donc composée de la trame des espaces publics issue du plan Braillard, la charpente du plan paysage de l'agglomération, et les pénétrantes de verdure qui sont issues du plan directeur cantonal 2030. Et en fait, elles mettent en évidence cet héritage de continuité de paysage qui structure encore aujourd'hui le territoire genevois. On a également la charpente agricole, qui est la ressource du sol plus ou moins vivant, mais garant de paysages ouverts. Également les continuités écologiques, qui issues de l'infrastructure écologique de la stratégie de biodiversité de Genève, et le réseau écologique genevois de Michael Kors, qui va identifier ces réseaux de biodiversité et ces relais sur lesquels on peut s'appuyer pour tendre vers ces continuités de paysages et de sol. Et enfin, le maillage de parcs qui est identifié dans le plan directeur cantonal 2030 et le réseau de mobilité qui permet de parcourir le territoire. Et en fait, ça amorce une première lecture de tous ces espaces qui seraient à connecter. Et la confrontation en fait de toutes ces données que je viens de vous présenter avec les paysages des profondeurs, comme on peut le voir sur cette carte, ça met en lumière ces sites à enjeu sur la pénétrante de Prégny. Et les discontinuités écologiques, sociales et de sol, elles se recoupent de manière localisée
et sont autant de sources de projets. Par exemple, au niveau de l'autoroute de la 40, où on a un rétrécissement de la pénétrante, on a ce potentiel qu'on pourrait développer de continuité. Il y a également l'échangeur de Vengeron. Là, on voit qu'il y a une vraie discontinuité et donc c'est un potentiel de sol à retrouver et à aménager. Et en fait, cet objectif de cette cartographie, c'est de conforter les continuités de paysage de la pénétrante en s'appuyant sur les zones relais écologiques et les réservoirs de pleine terre qui ont été identifiés. Mais c'est également en fait d'amplifier le réseau de mobilité douce pour mieux répartir les déplacements sur la pénétrante et éviter ces pressions sur les réservoirs de pleine terre. Et pour ça, je propose toute une série de recommandations dans mon travail de mémoire pour amorcer ces continuités pour la pénétrante et créer une véritable trame du vivant pour la pénétrante. Donc, sur ce projet de sol pour la pénétrante, il s'illustre par exemple l'autoroute A41 sur une potentielle désimperméabilisation de ces sols à cet endroit parce qu'on a un parking et de part et d'autre, on a le cimetière des Blanchers, on a les jardins familiaux. Donc voilà, on a tout un potentiel d'espace public sur lequel on pourrait travailler cette désimperméabilisation des sols, qui permettrait donc de retrouver des sols vivants et de poursuivre ces continuités sur la pénétrante au niveau du paysage, mais également du sol. Enfin, une dernière application à l'échelle du territoire sur la rive droite de Genève. Le but, c'est que s'appuyer sur la planification du sol vivant, ça permet d'identifier et d'inscrire les sols à régénérer en s'appuyant sur ces opportunités de projet de paysage depuis l'échelle de la parcelle jusqu'à l'échelle du grand territoire. Et en fait, comme je vous l'explique, Rigaud, ça va devenir un trait d'union, une pièce maîtresse dans cette maille vivante urbaine. Et en fait, le sol va devenir l'activateur ou le garant du paysage vivant. Et comme ça permet de tisser la trame du vivant sur toute la rive droite de Genève et qui va du coup s'appuyer sur les espaces publics. Et tendre vers un schéma directeur des espaces ouverts, ça permettrait de pérenniser ces espaces qui sont ressources du vivant dans les documents de planification et qui sont essentiels à la qualité de vie sur Genève. Et donc, ces sols vivants, ils restent encore à planifier sur le territoire. Donc, en fait, cet outil cartographique, il tente de mettre en avant la primauté du sol et du paysage comme source de projet. Et donc, j'ai essayé de révéler ces sols des villes pour mieux les intégrer dans la planification urbaine. Cependant, c'est un outil qui demande encore à être développé et par exemple à affiner certains détails comme les systèmes racinaires, la vie dans le sol, les horizons hypothétiques de sol, toute cette matière qui pourrait encore enrichir la représentation sur le sol. Parce qu'en fait, l'une des difficultés, c'est d'imaginer et d'illustrer un volume qui évolue sans cesse. Et donc, pour finir, le message que j'aimerais faire passer, c'est vraiment que le sol, c'est la source et le sculpteur du paysage, comme le reprend la citation, le sculpteur d'un paysage vivant, et qui me semble, il faut le connaître pour pouvoir mieux le préserver. Donc voilà, merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Maël, pour cette très belle, concise et claire présentation. On passe donc la parole à Anne-Marthe Laure, qui est diplômée d'architecture de l'école d'architecture de Paris-Malaquais, et donc qui va vous proposer une approche très spéciale avec un titre très intéressant, La jungle sous ma maison, le sol comme source d'une nouvelle approche territoriale sur la plaine de Romerike, j'ai bien dit, en Norvège. Anne-Marthe, la parole est à toi. Merci beaucoup, Panos. Je pense que je vais plutôt me présenter un peu au fur et à mesure pendant cette présentation. Mais bon, comme Panos il a dit, je suis diplômée de ENSA Paris-Malaquais cet été. Et mon diplôme, donc le titre de mon diplôme qui est donc La jungle sous ma maison, ce projet, il s'est un peu étendu pendant aussi l'automne et l'hiver. Donc moi, j'ai donc grandi en Norvège, sur la plaine de Romerike, qui se trouve donc à nord-est d'Oslo. C'est aussi là où se trouve l'aéroport d'Oslo. Et
Je vais commencer avec des histoires un peu personnelles, parce qu'il y a un de mes premiers souvenirs dans la vie. Ça se passe dans un ravin qui était à côté de la maison où j'ai grandi. Et je m'en souviens d'attraper des grenouilles avec les mains et glisser sur l'argile. Une fois, j'avais coincé mon genou entre deux troncs d'arbres morts dans le ravin, dans cette vallée extrêmement profonde. C'était aussi un ravin qui s'est effondré à 5 minutes de ma maison pendant que je dormais la nuit de 30 décembre 2020. 10 personnes sont mortes dans cette tragédie. Pendant cette présentation, je vais vous montrer que ce type d'accident, elle est en train de devenir de plus en plus commun et très grave. Et c'est lié à deux raisons principales. La première raison, c'est qu'on construit plus vite que jamais sur la plaine. Et la deuxième raison, c'est que le climat il est en train de changer et les épisodes plus torrentiels sont de plus en plus fréquents, ce qui change en fait la composition du sol. Donc, pour comprendre ce que c'est un ravin, il faut qu'on regarde un peu plus près le sol alomérique. Donc, pour faire ça, il va falloir faire un retour un peu dans l'histoire. Donc, après la dernière période glaciaire, donc autour de il y a 11 000 ans, il y avait une glace d'environ 2 km d'épaisseur qui couvrait toute la Norvège. Et quand cette glace elle a commencé à fondre, il y avait des particules d'argile qui ont été amenées qui ont été transportées par les rivières et qui ont été déposées dans la mer. Sur cette coupe, c'est ce qu'on voit en gris clair. Ensuite, la terre elle a commencé à se lever et l'eau elle a continué à couler sur l'ancien sol marin qui était aujourd'hui, enfin qui était donc plus sous la mer mais au-dessus. Et cette eau a donc creusé des ravins dans le sol meuble. Cette photo a été prise depuis un avion dans les années 50 et on voit ici à quoi ressemblait ce sol dans le passé. C'est aussi un sol extrêmement fertile qui a été beaucoup et qui est encore beaucoup utilisé dans l'agriculture. Dans le plan, un ravin, il ressemble un peu enfin, je sais pas, comme un arbre, un peu avec les racines dans les grandes rivières, avec des branches qui s'étendent. Et ils abritent aussi une riche variété d'espèces qui sont aussi liées à l'inaccessibilité de l'humain. Dans la coupe, un ravin, ça pourrait ressembler à celui-ci. Donc, on voit ici comment l'érosion, en fait, elle a creusé ce ravin. Et il faut aussi dire que les ravins, c'est des très importantes routes d'évacuation d'eau pendant la période de fonte de neige et dans les périodes de forte pluie. Mais l'eau, elle ne remodèle pas seulement le sol, il change aussi elle transforme aussi la nature même des particules d'argile. Et donc, quand l'argile glaciomarine devient coulante. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Les particules d'argile, en fait, elles sont dressées comme ça, comme on voit en haut. En fait, c'est les particules de sel qui sont liées au fait que c'était sous la mer, qui créent des liaisons électriques qui font que les molécules elles se dressent comme ça. Et ensuite, quand l'eau elle lave l'argile, elle devient coulante. Et une argile coulante, elle peut être extrêmement forte, mais quand on commence à le remuer, elle devient liquide. C'est ça qui s'est passé donc à 5 minutes de chez moi, à Gjerdrum, en 2020. Mais ce type de glissement de terrain, en fait, c'est pas un phénomène nouveau ou quelque chose comme ça à l'Américain. Et si on regarde cette carte qui est des années 70, on voit qu'il y a eu
il y a plusieurs traces des glissements de terrain autour des grands fleuves et rivières romaines qui sont datées en noir ou non datées aussi. En fait, c'est une réaction extrêmement naturelle de ce sol. Mais la différence aujourd'hui et avant, c'est qu'aujourd'hui, les glissements de terrain, ils se passent là où habitent les gens. Donc, après le glissement de terrain à Yarzum, celui qu'on a vu l'image tout à l'heure, il y a eu un comité qui a été rassemblé pour trouver les raisons, les causes de ce glissement et pour pouvoir distribuer la responsabilité. Et ce qui est découlé de les travaux de ces comités, c'est un rapport qui n'a pas été traduit ni en anglais ni en français, mais qui n'existe qu'en norvégien pour le moment. Et une des conclusions de ce rapport, c'est que c'est l'activité humaine qui a eu le plus grand impact sur le déclenchement des graves glissements de terrain en argile collante au cours des dernières décennies. Et par l'activité humaine, on parle de l'acte de construire. Parce que pour construire, on creuse et on déplace des masses et on perturbe donc le sol qui est extrêmement fragile et qui est aussi fragilisé par les changements climatiques. Donc, pendant 6 mois de recherche, j'ai donc plongé profondément dans les archives de journaux numérisés, des vieilles photographies scannées, des cartes historiques et des rapports scientifiques. J'ai déterré couche par couche des histoires touchantes et des manifestations troublantes. Et j'ai trouvé qu'on s'est exposé au risque à cause de 2 périodes majeures dans l'histoire de la plaine. La première période est donc ce que j'appelle la période de nivellement du sol. Et cette période, en fait, c'est le résultat d'une politique visant à rendre plus efficace l'agriculture en introduisant une monoculture de céréales. Donc, on a commencé à introduire les machines mécaniques d'agriculture, comme le tracteur. Et comme on le sait, le tracteur, il a besoin de pentes douces pour pouvoir bouger. Et ce qui a donc déclenché ce nivellement. Donc, l'État a subventionné un nivellement entre les années 50 et les années 80. Donc, ça se faisait avec des bulldozers. Donc, on poussait la terre en haut des ravins vers le fond de ravin. Et les ruisseaux qui coulaient dans le ravin, on les a mis dans des tuyaux. Donc, ce système de subvention, il a été supprimé en 1987, mais ça a continué quand même jusqu'à autour de l'année 2000. Et ce qui s'est passé pendant ces 30-40 années, c'est que 70% de tous les ravins, ils ont disparu. Et ces 2 images, en fait, ils ont été pris à peu près au même endroit. On peut voir avec la flèche rouge la même ferme. Et on voit que les ravins qui collectaient les eaux de pluie et les acheminaient vers les rivières ont disparu. Et les conséquences de ce progrès, ils se traduisent par une augmentation des inondations et d'érosion aujourd'hui. On voit aussi comment le paysage a complètement transformé. Et les ravins qui n'ont pas été nivelés, ils ont été souvent utilisés comme des décharges. Et à plusieurs occasions, on a construit des maisons d'habitation dessus. Ce qui m'amène donc vers la deuxième période majeure dans l'histoire de la plaine, qui est donc la croissance urbaine. Donc, depuis les années 50, la population allo-américaine a triplé. Et pour comprendre ce développement, il faut qu'on regarde le lien avec Oslo. Parce qu'ici, on voit la commune d'Oslo. En fait, la commune d'Oslo, elle a 3 limites très importantes. La forêt du Nord, la forêt de l'Est et le fjord, qui en fait poussent le développement dans 3 directions. Et les gros projets d'infrastructure fait que en fait, Romerike, c'est un des endroits où on construit le plus en Norvège aujourd'hui. Si on regarde ici la construction de logements depuis 1900, on voit que c'est des grands projets d'infrastructure, donc notamment l'autoroute E6 qui a été construite dans les années 60, qui faisait que le travailleur d'Oslo pourrait vivre un peu plus loin. Mais surtout, la construction de l'aéroport d'Oslo
juste avant l'an 2000, et donc aussi l'amélioration de chemin de fer, qui fait que le développement il a vraiment beaucoup accéléré. Donc, sur cette carte, on voit comment les agglomérations situées au long de la ligne de train, elles sont agrandies. Et on voit aussi qu'ils commencent à se fondre les uns dans les autres aujourd'hui. Ici, on peut voir comment un système de ravins a été affecté par l'arrivée de l'autoroute E6 et la construction de logements. Et en bleu, on voit un système de ravins et on voit comment il a été fragmenté. Le type de logement à Rumeleka, la plus grande quantité de logements, c'est encore la maison individuelle ou maison mitoyenne avec jardin. Ces maisons, elles ont été étendues sur le champ agricole. Ils sont souvent en ossature bois avec ou sans sous-sol. Très peu de sous-sol. Aujourd'hui, le type de développement qu'on voit, c'est surtout la densification de centres existants autour de chemins de fer. C'est vraiment devenu le mode d'opérer et on ne s'étale plus sur les champs agricoles comme on faisait avant, mais par contre, les types de logements qu'on construit, ils demandent aussi, ils sont très lourds, très grands et ils demandent qu'on creuse beaucoup dans le sol. Donc ici, on peut voir comment les logements d'avant avec 2 étages, très simplifié ce dessin, mais comment les hauts bâtiments, en fait, ils demandent des méthodes de stabilisation qui sont extrêmement polluantes et sur lesquelles on construit. Elle est donc exposée à plusieurs risques. Et ici, on voit l'argile coulante cartographiée. Il faut comprendre que Rumelike, c'est un des endroits en Norvège où il y a le plus d'argile coulante dans tout le pays. Et c'est aussi l'endroit où on construit le plus. Donc, à la place de nous préparer au scénario du futur, et les pluies torrentielles, par exemple, on continue à nous mettre de plus en plus en risque. Et l'eau a une tendance à retrouver ses vieux chemins. Et même si on a nivelé ou rempli un ravin avec des déchets et ensuite construit dessus, l'eau, elle n'oublie pas où elle était avant. Donc ici, on voit une modélisation de pluie, ça s'appelle Mike Flood, qui montre comment les ravins, en fait, ils réapparaissent sur ou en dessous des maisons où les gens ils habitent. Et ce qui est extrêmement inquiétant, c'est que les gens ils ne savent pas qu'ils habitent dans les anciens ravins. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que même les municipalités, ils ne savent pas où sont les anciens ravins. Et par exemple, on voit ici la commune de Gjerdrum, c'est où s'est passé le glissement dont j'ai montré des photos avant. Ils n'ont aucune cartographie de leur ancien ravin. Pourtant, il y a extrêmement d'argile coulante. Moi, j'ai passé une semaine à essayer, à tenter de retrouver tous les ravins sur la plaine. J'ai utilisé donc des courbes de niveau et des voies d'évacuation d'eau pour les trouver. Ce n'était pas très compliqué. Mais à mon avis, c'est un travail qui est extrêmement important à savoir. Si on regarde ici, par exemple, sur le site du glissement de terrain en 2020, on voit ici le cratère de glissement. On voit qu'en fait, quand on superpose, que ces logements, ils se trouvaient en fait dans un ravin. Et cette image, c'est une image extrêmement importante parce qu'elle a été envoyée à la mairie donc en 2011, qu'on peut voir ici, donc 9 ans avant le déclenchement de glissement, et où il y avait quelqu'un qui s'inquiétait parce qu'on a vu ici que le ruisseau qui a été oublié au fond du ravin, il s'est détaché et l'eau elle a commencé à couler parce que ces ruisseaux ils sont mal dimensionnés et ça a créé une érosion à l'extérieur de tuyaux et ce qui a donc déclenché le glissement. Donc, quoi faire avec tout ça? Parce que on comprend que c'est des problématiques extrêmement complexes. On manque complètement l'information.
Donc, avant de commencer ce projet, la discussion ou le débat sur comment vivre et construire sur l'argile coulante, en fait, elle n'est jamais sortie du cercle de métiers géotechniques, ingénieurs, etc. Il est donc, à mon avis, extrêmement important qu'on s'intéresse à ces problématiques en tant qu'architecte aussi, mais je me suis aussi rendu compte qu'on n'a pas vraiment appris comment attaquer ces types de problématiques non plus. Donc, je me suis dit qu'il nous fallait de chercher d'autres types d'outils pour rendre accessible la discussion. Donc, ces outils que je vais vous présenter maintenant, c'est des outils que j'ai initiés. Je suis en train de les perfectionner. Ils sont vraiment pas perfectionnés. C'est un travail que je fais depuis un an. Et ce n'est pas un travail d'un an et c'est pas un travail d'une personne non plus. Mais je vais vous présenter comment je me suis prise. Donc, une des outils qui a été le plus important pour moi, c'est donc les expositions et les workshops, où j'ai invité des agents, des acteurs de la plaine pour parler, partager et pour discuter des solutions possibles ensemble. Donc, cette exposition, elle a été organisée en juin. Et les résultats de ces workshops, ils ont été présentés aussi à la mairie, et où j'ai pu parler avec quelques politiciens. Euh, je ne vais pas rentrer trop en profondeur sur les résultats de ces expositions, mais on pourrait discuter plus tard. C'est inquiétant, vraiment inquiétant. Aussi, le niveau de connaissance dans la population, les gens, ils sont pas au courant, ce qui m'a beaucoup étonnée. Ensuite, je suis partie parler aussi devant des, des personnes différentes, de métiers différentes. Euh, Ensuite, il y a j'ai commencé un atlas aussi, qui est donc un outil de recherche autant qu'un outil de communication, euh, mais qui a été extrêmement bien pour pouvoir échanger des idées. J'avais essayé d'utiliser l'Atlas aussi au sein de ces expositions, mais on voit que ça n'a pas très bien fonctionné. Je les ai retrouvés par terre après. Et c'était peut-être pas le lieu pour le faire. Ensuite, les fictions. En fait, les fictions, elles ont été extrêmement importantes aussi parce qu'avec les fictions, elles m'ont permis d'imaginer d'autres réalités où les lois, les politiques sont un peu différents et où les choses, elles sont possibles à faire. Donc, par exemple, le premier exemple, ça raconte l'histoire de la surveillance d'une décharge désaffectée et la découverte des substances toxiques qui mettent donc en branle un dispositif dans la municipalité pour relocaliser des habitants et transformer la zone en parc d'assainissement. L'autre exemple, ça explore comment on peut déplacer des maisons dans des zones d'argile coulante. Ça parle aussi des techniques de surveillance, comment on peut utiliser des drones, des caméras, mais aussi comment cartographier et enseigner la population pour ne pas déclencher des glissements, justement, jusqu'à la création d'une entreprise de camions de déménagement de maisons et un centre de surveillance avec un bouton d'alerte. Ensuite, l'autre outil, donc, c'est la projection, peut-être l'outil préféré de l'architecte. Cette première projection qui montre donc ce que j'appelle les lignes de secours, ce qui est en fait les ravins, qui est en bleu, qui doivent être implémentés dans la planification. À l'intérieur de ces lignes de secours, il y a certaines lois. La construction, elle doit être limitée et à certains endroits, on devrait aussi initier une réouverture du ravin. Mais les projections, elles ne peuvent pas se faire seulement à une échelle, donc, parce que chaque cas est différent. Et ici, on voit un ravin qui est plutôt caractérisé par une pollution de sol plus que d'argile coulante, qui donc met en branle d'autres dispositifs qui s'expliquent peut-être mieux en coupe.
Clin d'œil à Maël, parce que il va falloir parler de l'invisible et ce qui est sous le sol quand même. Mais les interventions, elles peuvent avoir des caractères extrêmement variés. Par exemple, parfois, il suffit juste d'entretenir des chemins d'accès pour pouvoir mettre en valeur les ravins et le rendre plus oui, accessible. Ensuite, on propose aussi une phytorémédiation du sol, donc utiliser des plantes qui ont la capacité d'absorber les métaux lourds, par exemple, dans le sol. Et, par exemple, réutiliser les fondations pour créer des bassins d'eau aussi, pour filtrer, nettoyer. Dans l'autre cas, dans ce cas-ci, on voit que c'est une zone qui est plutôt marquée par l'argile coulante. Il y a énormément de maisons qui se trouvent dans la zone danger immédiate et qui sont exposées à plusieurs risques à la fois aussi. Donc, le projet ici, cette projection que j'appelle Vivre avec les risques, ça propose donc, par exemple, d'utiliser les arbres parce qu'ils ont la capacité de stabiliser le sol avec les racines, surélever les routes pour laisser passer l'eau, surveiller, mais aussi engager la discussion qu'est-ce que ça pourrait dire de habiter le ravin, ce qui n'a pas encore été discuté parce que voilà. Donc, toutes ces expérimentations donc, sont du coup au cœur de mes recherches et ils sont donc, à mon avis, nécessaires pour mettre en défi de modes d'opérer actuels. Au cours des 50 dernières années, nous avons sous-estimé et sous-communiqué les risques liés aux conditions du sol autour de la capitale norvégienne. Bien que les travaux de construction et d'excavation dans l'argile marine provoquent d'importants glissements de terrain, le développement de l'Omelike s'accélère au profit d'acteurs motivés par l'argent. Le projet donc, vise à inciter un changement d'orientation dans ce développement. Afin de voir des changements, un travail doit être fait sur plusieurs échelles et à différents temps et situations. Le cas de l'Omelike nous montre qu'on ne peut pas continuer à ignorer le sol et que le sol doit être notre premier allié. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Marthe. Et je m'adresse maintenant vers l'assistance. Et je pense que vous comprenez pourquoi on était tellement enthousiasmés maintenant quand on a vu ces deux diplômes, ces deux travaux arriver à la Fondation, tant nous pensons qu'ils sont riches et sensibles et prêts à discussion, évidemment, et nous mettent en position de réflexion et je pense aussi nous inspirent. J'aimerais bien entendre vos opinions par la suite. Je voudrais juste un peu ouvrir une partie de questions-réponses avec nos deux invités. Et évidemment, bien sûr, pour les féliciter, pour les remercier pour avoir donné une telle complexité, avec simplicité, la complexité du problème qu'on n'a pas fini à découvrir, évidemment. Je rappelle juste aujourd'hui que je viens de lire dans le monde le glissement de terrain en Chine qui a provoqué la mort de 40 personnes. Je ne sais pas si parmi vous certains l'ont vu. Donc, ça va pas s'arrêter, ça va probablement s'accentuer parce que de plus en plus, l'anthropisation de la planète va provoquer de plus en plus d'installations de personnes dans des endroits pas très sûrs, parce que les endroits sûrs sont déjà occupés, on sait par qui, hein, par ceux qui sont bien placés depuis longtemps. L'histoire longue de la Terre a permis aux populations de savoir à peu près où se placer, et donc évidemment, les nouveaux arrivants seront forcément relégués aux conditions le moins sûres. Et ça, c'est une vraie question. C'est là où la question du sol rencontre la question sociale. Et ce qui n'était pas donné au départ, ce n'est pas évident, si vous voulez, comme entrée de questions. D'une part. D'autre part, il s'agit de vous rappeler que là, on a vu un triangle, je dirais, notionnel. On a vu la question du vivant, la question de l'eau et la question minérale, de la composition du sol et de sa capacité de se maintenir. C'est des questions qui ne sont pas les seules, mais évidemment, ce sont trois questions
primordiales qui, évidemment, font le tour et sont toutes connectées entre elles. Et Maël a plutôt parlé du vivant, enfin de la question du vivant. Je rappelle donc que 30% de la biomasse de la flore se trouve sous terre. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, tout ce qu'elle a essayé d'exprimer par ses dessins extrêmement sensibles et délicats est une question qu'on commence à peine à comprendre. Nous n'avions pas à l'école d'architecture appris comment représenter le sous-sol, c'est une évidence et c'est un moment, enfin, c'est une entrée en matière qui nous paraît évidemment prometteuse, d'autant plus qu'elle peut nous apprendre comment sont nos fondations et comment les fondations peuvent être participer, coexister avec les fondations, j'entends, de nos constructions, d'une part. D'autre part, la question que pose Anne-Marthe sur la capacité du sol à être fondation, à servir de fondation à partir du moment que lui-même, il est pas bien géré, il n'est pas respecté et forcément, elle va lâcher. C'est ce qui s'est passé en Norvège et ailleurs. Le sol lâche quand on le lâche. Alors, c'est là où je pense qu'il y a, il y a des ouvertures que je voudrais poser vers les deux participants. D'abord, nous comprenons qu'il y a à côté de la biodiversité qu'on a appris à ressasser souvent, une pédodiversité. Une pédodiversité, enfin une diversité des sols qui devrait être enseignée, comprise et surtout construire la base du projet. Est-ce que cette pédodiversité, Maël ou Anne-Marthe, et pour vous, comment vous l'avez comprise? Comment vous avez compris la complexité du sol dans votre travail? Quels sont les éléments de complexité du sol minéral, j'entends? Je parle à Maëlle parce que Maëlle, elle a déjà travaillé sur les racines, mais je pense qu'elle n'a pas représenté les sols comme matière. Elle a dit très clairement que ça c'est plein, mais on le voit comme vide. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière qui résiste, enfin, dans laquelle les racines viennent s'installer? Comment tu as essayé comment tu l'as comprise, comment tu l'as prise en compte et qu'est-ce qu'elle est pour toi? Est-ce qu'elle est un vide ou est-ce qu'elle est un plein? Est-ce qu'elle est un plein minéral? Est-ce qu'elle est un plein, je dirais, organique qui coexiste avec les racines? Comment tu l'as imaginé? Le sol, c'est, comme j'ai expliqué, c'est vraiment un milieu très complexe et qui est totalement différent. Alors, je suis pas spécialiste, je suis pas pédologue, je suis pas géologue, je suis architecte paysagiste, mais en ayant discuté notamment avec Yannick Poya qui expliquait que d'un mètre à l'autre, le sol est totalement différent. D'où la complexité en fait de pouvoir représenter ces différentes strates. Euh, Cependant, en fait, dans nos villes, en fait, les sols, ils ont leur épaisseur a augmenté, augmenté, augmenté jusqu'à atteindre une accumulation de matériaux jusqu'à 10 mètres dans nos villes, par exemple, par rapport à l'origine que pouvait être le sol. Et en fait, cette accumulation aujourd'hui anthropique, elle permet encore d'avoir, il me semble, des sols vivants parce qu'on a quand même de la vie dans nos villes, on a le végétal. Et en fait, cette vie, je pense qu'il faut vraiment, c'est ce que j'ai tenté de faire avec cet outil, c'est vraiment essayer de la représenter, de l'illustrer. Et pareil pour le système racinaire, en fait, c'est très complexe de pouvoir représenter le système racinaire dans le sol parce qu'en fait, il est vraiment son extension est dépendante de la nature du sol. Donc, en fonction de l'environnement, s'il est plus ou moins tassé ou si à l'époque, les matériaux de construction étaient plus nobles, du coup, il y avait plus de macro-porosité et les racines pouvaient plus s'infiltrer et aller chercher la matière pour se nourrir et pour faire pousser pour que les plantes puissent pousser. Et aujourd'hui, en fait, le problème aussi dans ces sols, c'est qu'on a tendance à énormément les tasser. Et en fait, il n'y a plus cette possibilité au végétal de se développer. Et donc, je pense que
l- pouvoir se le représenter et tenter de représenter les systèmes racinaires et les différents types de sols. Donc ça, il faut encore pousser l'outil, essayer de le retravailler. Ça permettrait en fait de prendre conscience de l'intérêt des continuités de sol et des trames brunes et pour vraiment montrer cette richesse qu'on a encore aujourd'hui. Mais comme l'a expliqué Anne dans son exposé, le sol, c'est quand même, il y a les acteurs qui sont motivés par l'argent, par le sol, il est considéré comme un bien foncier. Et je pense qu'il y a il faut faire évoluer cette façon de penser pour que, en fait, ça soit plus soit un bien commun au même titre que l'eau, comme l'explique Anne, ou l'air, pour que voilà, il soit plus que qu'un socle comme il l'est aujourd'hui. Bon, c'est un socle où on a un peu mis sous le tapis tout ce qu'on ne voulait plus voir, mais voilà, je pense qu'il y a encore la richesse dans nos villes. Enfin, on a encore des sols vivants et il faut pouvoir l'expliquer et essayer de montrer cette complexité. Merci. Je me tourne un peu vers Anne, non pas pour renverser la question, parce que ce serait facile, ce serait trop maniériste de dire maintenant, Anne, OK, maintenant, toi, tu t'occupais vraiment de la partie minérale du sol, de l'argile et de sa capacité ou pas à résister, à être, disons, consistante. Et donc, on pourrait poser la question, quelle est la logique, enfin, comment le verre, enfin, disons, le vivant, comment la flore surtout, ou peut-être aussi la faune souterraine, participe à la consistance du sol. Ça, on le sait en partie par les systèmes racinaires. Il y a sans doute aussi d'autres problématiques plus poussées sur la compréhension de la construction, de la solidité de l'argile ou d'autres sols. Je ne sais pas si on a parlé, je vous ai parlé de pédodiversité, mais si vous regardez sur Internet, il y a au moins une vingtaine, une trentaine d'espèces de sols en Europe. C'est assez étonnant. Et on croit qu'on parle d'un sol, mais c'est tellement complexe. On se pose la question comment cette pédodiversité collabore avec la biodiversité pour construire un tout vivant, pour construire un tout cohérent, ce qui nous permet à vivre. Est-ce que dans tes travaux, tu as pu pousser dans ce sens? Oui, je pense que une des trouvailles les plus remarquables, on va dire, pendant cette recherche, c'est qu'il y a une certaine, j'ai envie de dire, une monoculture de pensée qui s'est implémentée sur la plaine, euh, qui tendent à vouloir rendre le sol comme de l'enlever de la vie et de le rendre extrêmement stable, quelque chose à qui on pourrait faire confiance, alors qu'on voit aujourd'hui que ce n'est absolument pas le cas. On ne peut pas faire confiance. On a une tendance à vouloir tout maîtriser, les humains, et surtout avec les métiers d'ingénierie, etc., qui se basent donc sur des formules, etc. euh, pour voir comment on pourrait faire, mais surtout pour un gain pour les humains. Et puisqu'on voit que ça fonctionne pas du tout, et c'est aussi une raison pour laquelle je suis posé la question, mais pourquoi ces ravins, pourquoi ils sont plus, pourquoi les gens ils savent plus que les ravins existent? Donc j'ai utilisé Facebook par exemple, j'ai demandé à Facebook si les gens ils pourraient me raconter des histoires sur les ravins dans des groupes locaux. Et, euh, et j'ai reçu aucune nouvelle, genre, pas une seule. En fait, les gens ils savent pas ce que c'est, alors qu'il y en a partout, des petits fragments, et les gens ils savent pas que c'est des ravins, ils savent pas que ça fait partie d'un plus grand système avant. Euh, Aussi parce que la plupart des gens qui habitent là aujourd'hui, c'est des nouveaux arrivants, c'est des gens qui n'ont pas forcément vécu une histoire très longue là-bas, ils n'ont pas vu l'évolution de la plaine non plus. Mais j'ai aussi pu, par exemple, trouver des associations, par exemple, qui font la cueillette de champignons, et j'ai pu discuter avec eux parce qu'eux, ils utilisent les ravins euh, justement pour cueillir des champignons, etc. Et ils racontent que c'est des endroits exceptionnels pour faire ça, mais c'est extrêmement connu, c'est encore très niche. Et, et que, en fait, même euh,
fait que dans les ravins, comme ils sont extrêmement difficiles d'accès pour les humains parce que c'est des pentes très raides et c'est difficile de bouger là-dedans quand il pleut, par exemple, à cause de l'argile. Il y a beaucoup de bois mort là-dedans qui et donc beaucoup de champignons et de mycélium, par exemple, qui aussi contribuent à renforcer l'argile, enfin le sol, et qui pourraient aussi aider contre les glissements dans le futur. Mais c'est des choses qu'on n'a pas beaucoup parlé et parce qu'on fait extrêmement confiance à tous ces ingénieurs du sol qui... Attention, parce qu'il y a des ingénieurs du sol dans Voilà. l'assistance. Faut faire gaffe comment, pardon, je rigole. Et effectivement, il y a des ingénieurs du sol et effectivement, ils sont utiles. Mais effectivement, aussi, tu poses une question qui me paraît un peu troublante parce que souvent, on se tourne vers la partie, enfin, le public, les citoyens, la participation pour demander leur opinion sur telle ou telle question. Mais est-ce que tu dis là qu'effectivement, il n'y a pas de mémoire? Le problème de la nouvelle citoyenneté, c'est qu'elle n'a pas de mémoire, ou elle a une mémoire courte plutôt. Alors que les phénomènes sur lesquels nous travaillons sont des phénomènes longs et qui demandent une présence persistante, une présence longue des générations entières dans un territoire pour que justement on garde la mémoire du passé, on sache dans quel sens il faut aller. Et là, probablement, nos vies modernes nous empêchent d'être suffisamment permanents dans un territoire pour avoir une pensée solide sur la question. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet qui va nous occuper dans le dernier temps. Je voudrais juste, avant de me tourner vers le public et demander votre opinion ou vos réactions, rappeler que, parce que tu as montré des images de coupes, Anne, de bâtiments légers qui posent moins de problèmes au sol. En fait, Maël a montré une belle image de la parcelle Rigaud de l'année dernière, je pense, ou d'il y a 2 ans, qui est recultivée. Je rappelle que jusqu'à l'époque du Covid, là-dessus se trouvait l'Opéra de Genève, un bâtiment en bois qui touchait à peine le sol, et qui était d'ailleurs pour les Parisiens de l'assistance, c'était le bâtiment en bois qui se trouvait qui avait abrité la Comédie Française pendant les travaux de la Comédie Française à Paris et qui avait été racheté par la ville de Genève, ramené, démonté de son emplacement au centre de Paris, ramené et placé sur la parcelle Rigaud. Et là, maintenant, aujourd'hui, vous la voyez cultivée comme si rien n'était. Enfin, une intervention extrêmement légère qui, effectivement, montre, enfin, illustre le propos à la fois de Maël et d'Anne sur la sensibilité avec laquelle on peut d'ailleurs, on peut traiter les sols et avoir de l'architecture et avoir de la vie et avoir une continuité sans les blesser. Et je pense, j'espère que vous avez des questions ou des remarques. Alors, pardon, je viens de voir la main levée de Paul Guilbault. Voilà, je vous en prie. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour ces présentations. C'est assez bluffant de parler d'aménagement du territoire en parlant de sol. Et puis, c'est assez atypique. Et puis, je trouve que ces travaux de cartographie sont très intéressants. Est-ce que vous avez connaissance de cartes qui parlent de qualité de sol, comme pour essayer que ça devienne un outil de planification urbaine? Et pour se dire, bon, bah, en fait, essayer de sacrifier les moins bonnes terres quand on fait de la densification urbaine, peut-être. Le mieux serait de ne pas construire, mais ça, c'est une autre question. En Suisse, en tout cas, suite notamment à la stratégie Sol Suisse qui a été établie en 2020, alors, je sais qu'il y a l'indice de qualité des sols qui a été développé notamment par une équipe de pédologues de l'EPIA et qui travaille sur ces questions de comment qualifier cette qualité de sol à partir de données cartographiques. Et c'est un projet pilote, pardon,
qui est en train de se dérouler sur la commune de Renan, où ils essayent de, voilà, par la cartographie, de donner, de représenter quels sont les espaces où on a une qualité de sol en termes d'imperméabilité, de matière organique, pour, voilà, pour essayer dans la planification, dans l'urbanisation à venir, savoir où est-ce qu'il est intéressant de construire ou pas, où est-ce que les sols sont les plus pauvres ou pas. Donc, c'est notamment ce travail cartographique. Moi, j'avais essayé de le combiner à ce travail de représentation des sols, parce que je sais que c'est compliqué voilà, de représenter cette qualité. Donc voilà, je sais qu'en Suisse, il y a ce travail-là qui est initié, en tout cas. Pas de remarques tout Voilà, de Cyrus Meshkat. Oui, Cyrus, oui. Je me posais une question. Est-ce que donc vous êtes en train de travailler sur ces terres depuis un certain temps? Est-ce que avec les changements climatiques, avec les précipitations plus ou moins fortes, etc., est-ce qu'on remarque ou un assèchement ou des changements ou une humidification qui pourrait soit consolider ou encore mettre en situation critique des quartiers, des projets, des quartiers existants ou des projets. Et moi, si j'habitais dans le coin que vous avez montré, évidemment, je fermerais les yeux. Mais c'est très important ce que vous avez dit tout à l'heure, la réponse que vous avez donnée, je crois, à M. Paul Guibou, c'est que les populations qui viennent occuper ces immeubles n'ont pas une mémoire historique de ces sites. Et je peux vraiment bien comprendre que ils veulent pas voir, ou ils peuvent pas voir, ou ils n'ont pas d'autres solutions. Voilà, voilà que le foncier, qui est l'élément qui a, je dirais, décalé chacune de par chaque période, c'est le foncier qui recule ou qui retarde l'aménagement des bâtiments en fonction de, voilà, on a vu ça à partir des 30 glorieuses, on le voit maintenant aussi avec les changements qui sont en train d'intervenir. Voilà, je dirais que je n'ai pas de questions à vous poser, mais je me pose ces questions. Donc, quelle est la tendance ou quelles sont les tendances et quelles sont aussi sur qui il faudrait faire pression, sur le propriétaire, sur l'ingénieur, sur l'architecte, sur le choix des matériaux de construction, etc. Cyrus, je pense que c'est une question plutôt ouverte, mais je ne sais pas si Anne-Marthe ou Maël auraient un avis ou une position là-dessus. Je pensais tellement. Voilà, mais ce qui est intéressant, c'est que le fait d'avoir suivi vos deux conférences et tous ceux qui le suivent, en tout cas qui sont intéressés, ne peuvent plus fermer les yeux. Et ça, c'est le problème, je crois que vous faites, donc une annonce importante et qu'il faudrait pouvoir, comment dire, partager, divulguer, partager, disons, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous découvrez. Tout à fait, merci. Je me rappelle, à un moment donné, Cyrus, quand on avait écrit le livre sur le sol il y a 6 7 ans maintenant, une des questions qui était posée à l'époque, c'était est-ce qu'un bâtiment qui est monté, qui est construit sur de l'argile serait différent par rapport à un bâtiment qui est construit sur du limon? Et pourquoi? C'est-à-dire, comment peut-on imaginer qu'on peut avoir une évolution de nos méthodes, de nos formes finalement, de formes architecturales urbaines et paysagères selon les sols qui sont devant nous?
J'ose faire une critique auprès, par exemple, de Laurence Crémel, qui je sais qui est une paysagiste très, très, très forte, que tout simplement, une bonne partie des parcs que nous voyons dans nos pays, en tout cas, ne semblent pas avoir été construites et imaginées, dessinées. Je parle de paysages, hein, déjà, même pas de bâtiments, de manière à ce que la qualité du sol, les qualités du sol, les natures du sol soient mises en avant, soient exprimées, soient exposées. Je parle de paysages, enfin, je parle des grands paysagistes français, par exemple, ou suisses. Souvent, ce qu'on voit, c'est des paysages, disons, une décoration paysagère. Or, ce que nous imaginons, en voyant la photo terrible de Anne Marthe avec les boulements, l'affaissement des sols, on voudrait comprendre comment un parc issu de cette expérience peut être possible. Comment un parc pourrait marquer la mémoire de cet événement, sans le cacher, sans revenir, sans rafistoler la terre pour revenir à une image initiale. De la même manière qu'un séisme, euh, quelque part dans le monde, je parle de la Turquie par exemple récemment, ne peut pas passer comme si rien n'était. Il va laisser des traces. Dans les traces de l'évolution du sol, comment arrive-t-il, comment s'exprime-t-il dans les formes que nous construisons par la suite? Pour nous, c'est une grande question. Et elle reste ouverte. Pour l'instant, ce que nous voyons, c'est des villes qui essayent de couvrir, de faire oublier, et justement donc de jouer le rôle disons, de l'oubli, de la contre-mémoire vis-à-vis de leurs habitants, alors qu'elles devraient justement rappeler, marquer, et de la même manière que sur un arbre, quelque chose qui s'est passé, le marque sur les siècles, disons, de croissance, les cycles les, les, les anneaux. De cette manière-là, il faudrait que les sols soient marqués, montrent ce qui s'est passé. Il me semble que la plupart des cas, en tout cas ce que nous savons, à ma connaissance personnelle, je n'ai pas vu un projet d'architecture ou de paysage qui marque des événements de ce type et qui les garde dans la mémoire. Mais ça, c'est une question, je pense, qu'il faut laisser ouverte. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait réagir là-dessus. Parce que finalement, ce qu'on fait aujourd'hui, parler du sol, n'est pas un exercice de style. Faire un livre sur le sol, faire des travaux tels que les deux travaux que vous avez vus, pour lesquels nous remercions encore une fois Anne-Marthe et Maëlle, n'est pas un exercice de style. Normalement, il devrait conduire à un renouvellement profond des méthodes et finalement de formes d'habitat, de formes de vivre sur le territoire. Mais ça, c'est une longue question. Je ne sais pas si quelqu'un lève la main. Je ne vois pas. Et Oui, si tu permets, oui, si Ariane, tu oui, permets pour te oui, répondre. oui, 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 Cyrus, Oui, oui. pour essayer de te répondre, est-ce qu'il faudrait simplement déjà pas lancer, disons, des plans souterrains de nos quartiers, le travail de Madame Proust, est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est politiquement possible? Est-ce que c'est avec qui il faudrait faire ça? Vous avez interpellé, mais comment faire pour, disons, que d'autres terrains puissent faire, je sais pas, moi je dis comme ça sur la praille, euh, comment faire pour avoir cette connaissance? Alors, c'est vrai que, bah, en tout cas sur Genève, enfin, oui, sur Genève, on a accès enfin, dans le cadre académique dans lequel je suis, j'ai accès à ces données. Donc, c'est pour ça que j'ai pu réaliser ces représentations de sous-sol. Euh, peut-être qu'il faudrait interpeller les politiques ou même les services, les différents services de l'État qui travaillent sur ces questions du sol pour continuer à enrichir cet outil pour chercher à mieux à mieux représenter les sols et surtout pouvoir communiquer en fait.
parce que je pense que c'est surtout ça, c'est communiquer et offrir une image du sol pour pour que les gens puissent s'en emparer. Et juste pour répondre à Panos Mandiara sur les parcs, moi je pense que les architectes paysagistes, ils ont réussi, il me semble, jusqu'à présent, à parler de cette histoire de sol au travers du végétal, parce que la qualité du sol ou le type du sol implique un certain type de végétation. Donc je pense que voilà, mais faut pouvoir le lire, faut savoir le lire. Et voilà, je pense qu'on arrive à parler de ce sol, de son histoire, il me semble aussi à travers le végétal, j'ai l'impression. Et merci, Maël. Je suis sûr que je ne suis pas tout à très bien informé. Mais Ariane Breillat avait levé la main. Oui, je pense à une conséquence à long terme de cette diversité des sols, c'est qu'en fait, économiquement, on ira peut-être vers une situation où le sol aura d'autres implications sur le marché, sur le prix du sol, donc le prix du bâtiment. Et évidemment, j'admire beaucoup l'idée du sol comme un bien universel, comme l'eau, comme l'air, etc. Mais chacun sait que ce n'est peut-être pas pour demain, mais il se pourrait effectivement qu'il y ait cette conséquence économique dans la mesure où il y aurait une prise de conscience sur le prix du foncier, en fait. Pas seulement la vue, le paysage, mais aussi la qualité du sol. C'est une idée un peu prospective. Merci, Ariane. En effet, en effet, ça se passe comme ça déjà depuis l'Antiquité. Vous savez, les villes n'avaient pas d'espace public et les sols n'étaient pas du tout traités de manière foncière pour que justement des grands parcs comme à Londres ou à Paris puissent exister. Les sols n'étaient que privés ou communs, mais communs pour l'exploitation, the commons, comme on disait. Et c'est effectivement une évolution du 19e siècle qui a permis une invention foncière telle que le parc public, hein, le parc pour le public. Et ça, on espère, on pense que si on continue en allant vers une logique de biodiversité et de transition écologique, pour pas oublier quand même pourquoi nous sommes tous aujourd'hui ici, que la transition écologique va permettre à aller plus loin dans cette gestion différenciée différentes des sols pour que finalement tout ce qu'on est en train de dire devient possible. À la fois le vivant, les trames, la continuité, mais aussi la gestion des risques et les grandes problématiques sociales qui découlent de cette gestion des risques. Voilà, j'ai rassemblé en 2 mots finalement l'essentiel pour rappeler finalement que le sol est à la fois un sculpteur et un allié. On est d'accord? Maël et Anne-Marthe, un sculpteur du paysage et un allié pour les humains et pour les vivants. Et avec ces deux termes qui, à mon avis, sont très bien posés par Maël et par Anne-Marthe, je vous propose de clore cette session aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. Bonsoir Merci. et à très bientôt.